Maître Brissoussou, bonsoir. Bonsoir Ariane. Alors, attribut de la personnalité, patrimoine. Qu'est-ce que c'est que le patrimoine d'une personne? Le patrimoine d'une personne, on peut l'analyser sous plusieurs angles. C'est une expression qui peut être appréhendée sous plusieurs acceptions. On peut l'appréhender comme étant un contenant, comme on peut l'appréhender comme étant un contenu. Voilà. Sommairement, on peut dire que le patrimoine est constitué, et ça c'est ce que beaucoup de personnes savent, c'est l'ensemble des biens et des dettes. Il y a certaines personnes qui ont tendance à considérer que c'est tout ce que vous avez de façon active, c'est-à-dire que tout ce que vous avez comme bien, tout ce qui vous appartient, c'est ça qui constitue votre patrimoine. Mais juridiquement entendu, le patrimoine c'est l'ensemble et des biens et des dettes. C'est-à-dire que lorsqu'on prend pour ceux qui ont fait un peu de comptabilité, on prend le bilan d'une entreprise, vous allez voir l'actif, vous allez voir le passif. Et les biens que vous avez, les dettes que vous avez. C'est cet ensemble-là qui constitue le patrimoine. C'est cela qu'on appelle le patrimoine d'une personne entendue au sens juridique. Parce que lorsque vous allez au plan culturel, vous allez entendre le patrimoine culturel du Bénin, c'est-à-dire l'ensemble matériel. Voilà, les palais royaux, les musées. Ça, c'est le patrimoine entendu au sens culturel. Et ça, ce n'est pas forcément la propriété d'une personne physique. Cela appartient à une communauté, à une famille. On peut parler du patrimoine d'une famille, tout ce qu'il y a comme relique au plan culturel ou parfois cultuel. Voilà. Alors, donc, je crois que ce n'est pas de cela qu'il s'agit. On n'est pas sur ce plan-là. On prend par exemple le musée royal de Dahomey ou de Porto Novo et tout ce qu'il y a à l'intérieur. Ça fait partie du patrimoine culturel du Bénin. Voilà. Mais nous sommes pas dans ce cadre-là, nous sommes plutôt dans le cadre de la personne, entendue comme entité juridique, personne physique ou morale, c'est-à-dire vous et moi, ou bien les associations ou les sociétés commerciales, pour le dire ainsi, tout ce qui est entité juridique. Donc nous parlons du patrimoine des entités juridiques, personnes physiques ou personnes morales, donc à l'exclusion de ce qu'on peut entendre par rapport au patrimoine historique, patrimoine culturel, il ne s'agit pas de cela. Donc clarifions un peu et délimitons le champ de notre discussion. Tout à fait. Voilà. Donc si nous délimitons ainsi le champ de notre discussion, nous nous entendons sur le fait que nous parlons du patrimoine de personnes physiques comme vous et moi, ou de personnes morales. Donc c'est l'ensemble des biens et des dettes de cette personne-là. Donc en fait c'est une fiction juridique. C'est une fiction juridique. Alors lorsqu'on prend la chose entendue comme ce qui vous appartient, tout ce que vous avez comme bien qui vous appartient est dans le patrimoine. Mais tout ce que les autres détiennent sur vous et qui est à votre niveau, que vous devez aux autres, donc les dettes que les autres ont sur vous, donc tout ce que vous devez aux autres, qu'on peut considérer comme étant le passif, dont on peut faire le point de tout ce qui est à votre niveau. Tout cela entre ensemble dans ce qu'on appelle votre patrimoine. Justement, vous parliez du passif. À quel moment on parle de cet attribut de la personnalité? À quel moment on attribue cet attribut pour ne pas me reprendre un nom de patrimoine? Ce que je peux vous dire par rapport à cela, c'est que toute personne a forcément un patrimoine. Le nouveau-né? Le nouveau-né, même l'enfant qui est déjà conçu, il y a déjà un patrimoine. Il y a comme une extension. Je vous ai dit, la personnalité juridique d'un individu a toujours une extension. Un peu avant sa naissance et puis un peu après son décès. Qu'il vous souvienne qu'une fois ici, nous avons parlé des droits de l'enfant et je vous ai dit que l'enfant déjà conçu, qui n'est même pas encore né, ses droits sont déjà protégés. Mais si ces droits sont protégés, c'est-à-dire quoi? Si quelqu'un décède, alors qu'au moment de son décès, il y a un enfant qui est dans le sein de son épouse, qui va naître après le décès de celui-là, s'il y a un partage à faire, on prévoit déjà en principe la part de cet enfant à naître. Il va recueillir évidemment cette part-là s'il n'est vivant et viable. S'il n'est pas vivant et viable, ce sera partagé entre les autres. Donc, on garde déjà par avance sa part. Mais on ne peut apprécier et mettre de côté que la part de quelqu'un qui existe, où on sait où est-ce qu'on va affecter. Parce que aussi, vous direz que le patrimoine, c'est une affectation de biens et de dettes. Alors donc, il y a comme une extension de sa personnalité juridique avant sa naissance. Voilà pourquoi on prévoit déjà les biens qui vont entrer dans ce patrimoine.
Et il y a aussi une extension de la personnalité juridique d'une personne. C'est une fiction juridique. Après le décès de la personne, la preuve, l'héritage d'une personne. Pourquoi est-ce que lorsqu'une personne décède, on parle de sa succession, on parle de ses biens. Et il faut faire toute une procédure juridique autour pour partager le bien éventuellement entre les héritiers de la personne. Donc, ce n'est pas une opération juridique d'extension de sa personnalité juridique au-delà de son décès qu'on parle de l'héritage. L'héritage aussi, c'est l'autre forme de l'extension de la personnalité juridique, donc de cet attribut de la personnalité juridique que le patrimoine après le décès. Donc, forcément, toute personne a un patrimoine. Et, entendu sous cet angle-là, le patrimoine est vu comme étant le contenant. Il peut ne rien y avoir. La personne peut n'avoir aucun bien matériel qu'on peut toucher comme ça. C'est-à-dire qu'un bien qu'on peut quantifier en termes d'argent. Comme elle peut n'avoir aucune dette, elle peut ne devoir à personne. Elle-même peut ne rien avoir, c'est-à-dire qu'elle n'a même pas le petit portable, rien du tout. Sauf peut-être les habits. Encore qu'on va dire que ces habits qu'elle porte sur elle, là, si on ne les lui a pas prêtés, c'est au moins sa propriété. Ça, au moins, c'est dans son patrimoine. Ok, donc on retient de votre explication que toutes les personnes juridiques ont un patrimoine. Voilà. Donc, est-ce qu'on peut avoir de ce que vous venez de dire, on peut avoir plusieurs patrimoines? De mon explication, bien vous sûr. Convenez bien alors qu'une personne n'a qu'un patrimoine. Vous avez un seul patrimoine. C'est l'ensemble de vos biens et de vos dettes. Ok. Vous avez des biens au Bénin, vous en avez au Canada, vous en avez aux États-Unis, vous en avez peut-être qu'on a déposé sur la Lune. J'extrapole peut-être. Bon, alors, tout ça fait partie de votre patrimoine, le seul. Vous avez des dettes, c'est-à-dire des personnes ont des créances sur vous. 1000 personnes ont des créances sur vous. L'ensemble de ces créances que les autres ont sur vous, c'est-à-dire vos dettes, entrent dans la partie passive de votre patrimoine. Les biens que vous avez ou les créances que vous détenez sur d'autres entrent dans la partie active de votre patrimoine. Et c'est cet ensemble-là qui constitue votre patrimoine. Donc, une personne n'a qu'un seul patrimoine. Il n'en a pas plusieurs. Alors, quel lien existe-t-il entre le patrimoine et la personnalité juridique? Justement, comme je vous l'ai dit, le patrimoine, c'est un des éléments qu'on appelle les attributs de la personnalité juridique. C'est un des éléments par lesquels on vous retrouve, on vous identifie, on constate votre existence juridique. Et c'est autant important que le nom, que la nationalité. Une personne a forcément un nom. Une personne a forcément un domicile, sauf les cas, on va appeler ça domicile fixe, mais au moins ils sont sur un territoire, ils bougent, ils n'ont plus un lieu précis à un moment donné, et ça ce sont des situations passagères. Les SDF, c'est des situations passagères, ce n'est pas permanent. Donc vous avez forcément un nom, vous avez forcément un domicile, vous avez forcément une nationalité. Et vous avez toujours forcément un patrimoine qui peut être vide. Là, patrimoine entendu au sens du contenant. Le contenu, c'est-à-dire ce sont les biens. Donc, je vous ai dit, on peut entendre le patrimoine comme étant le contenu. Comme on peut l'entendre comme étant le contenant. Donc, tout au moins, le contenant existe. Même s'il n'y a pas grand, en attendant qu'il y ait des choses. Parce que ce contenu est fluctuant. Ce ne sont pas les biens que vous avez il y a un an, que vous avez aujourd'hui. La moto que vous avez hier, que vous avez vendue aujourd'hui, sort du patrimoine et entre dans le patrimoine de quelqu'un d'autre par cet acte de disposition que vous venez d'accomplir. Donc, ce patrimoine est fluctuant. Mais il existe si on le considère comme étant le contenant. Alors, parle-t-on souvent des droits patrimoniaux? Oui, c'est ce qu'on appelle les droits patrimoniaux. Voilà, je vous ai dit que le patrimoine, c'est l'ensemble des biens et des dettes que vous avez. Alors, donc, il y a ce qu'on appelle les droits patrimoniaux. Les droits patrimoniaux, ce sont donc les droits que vous avez sur ce qui est contenu dans votre patrimoine. C'est-à-dire, ces biens-là. En fait, les droits qui sont dans votre patrimoine, c'est ce qu'on appelle les droits dont vous avez la libre disposition. C'est-à-dire que vous pouvez disposer de ces biens comme vous voulez. C'est-à-dire quoi? Vous pouvez les sortir quand vous voulez de votre patrimoine. Comme vous pouvez intégrer d'autres dans votre patrimoine. Donc, s'il existe des droits patrimoniaux, c'est-à-dire des droits dont vous avez la libre disposition, disposer en droit signifie avoir la capacité de vendre ou de céder ou de donner. Voilà. Donc, s'il y en a, il y a aussi, pas peut-être, d'autres droits qu'on appelle les droits extra-patrimoniaux, c'est-à-dire les droits dont vous n'avez pas la libre disposition. Par exemple, votre droit d'électeur,
vous êtes un citoyen béninois. Bien sûr. Vous avez le droit d'être électeur. Ce droit-là, vous ne pouvez pas en disposer comme vous voulez. Parce que la preuve, lorsque c'est un vendent leur carte d'électeur, on les arrête et c'est une infraction. Parce qu'ils n'ont pas le droit de disposer de ce droit-là. Ils doivent en user eux seuls ou ils refusent de l'user. Mais ils ne doivent pas en disposer. Quand vous tentez d'en disposer, c'est-à-dire quand vous voulez le vendre, c'est une infraction parce que ce n'est pas un droit patrimonial, c'est un droit extra-patrimonial. Parce que ce n'est pas, ça ne fait pas partie des droits dont vous avez la libre disposition. Vous ne pouvez pas en faire ce que vous voulez. Vous ne pouvez en faire que ce qui est prévu par la loi. Justement, quels sont ces droits sur lesquels on a des libres, je ne sais pas... Le droit à un nom, vous ne pouvez pas le vendre. Vous avez le droit à un nom. Vous avez le droit à une nationalité. Vous ne pouvez pas vendre. C'est-à-dire que, bon, je décide que moi, Brice, je n'ai plus de nationalité, je vous vends ce droit-là. Non, je ne peux pas. C'est mon droit d'avoir une nationalité, c'est un droit que j'ai. Mais ce droit ne fait pas partie de mon patrimoine. C'est-à-dire que ce n'est pas un bien dont je peux disposer comme je veux. Donc, un individu a ce qu'on appelle les droits extra-patrimoniaux. Il ne peut pas en disposer comme il veut, mais il a ce qu'on appelle les droits patrimoniaux, c'est-à-dire les droits qui entrent dans l'objet de notre discussion d'aujourd'hui, c'est-à-dire le patrimoine d'un individu, l'ensemble, cette universalité, on appelle ça en droit une universalité de droit, c'est-à-dire c'est un ensemble qui se tient, c'est un ensemble qui est composite, qui se tient, ça a des parties, le passif, l'actif, mais c'est composite, c'est-à-dire que l'actif répond du passif. Comme on le dit, les biens d'une personne constituent le gage général de ses créanciers, c'est-à-dire que tout ce que vous avez comme bien est là, à la disposition de tous ceux qui constituent vos créanciers, c'est-à-dire les gens à qui vous devez. Donc, à tout moment, ils peuvent faire des procédures prévues par la loi pour, au cas où vous ne les payerez pas, toucher l'actif de votre patrimoine pour se faire rembourser. Alors, vous parliez tantôt de l'héritage. Oui. Je voudrais savoir les obligations, l'implication pour le patrimoine, pour un patrimoine issu de l'héritage. Parce que quand on parle d'héritage, justement, il peut y avoir l'héritage, je sais pas, on peut hériter d'un passif. Oui, oui. Justement, on va... Vous verrez, si vous voulez un peu revenir là-dessus, une autre fois, lorsque vous héritez de quelqu'un, la personne a laissé et dans le patrimoine qui est votre héritage, c'est-à-dire que ce patrimoine subsiste parce que, je vous ai dit, le patrimoine est attaché à la personne. Donc, quand on décède, le patrimoine est supposé s'éteindre. Oui. Mais je vous ai dit, le droit construit comme une sorte de fiction juridique qui permet une extension, une sorte d'élargissement, une sorte d'élasticité. On tend un peu votre patrimoine au-delà de la date de votre décès. Donc on considère, alors que vous n'êtes plus, que ce patrimoine existe toujours et est donc à la disposition de vos héritiers pour décision à prendre par eux. Soit ils le gardent, soit ils le partagent, soit ils vendent pour se faire payer le prix. Alors, si vous laissez votre patrimoine en décédant, qui est constitué à la fois d'actifs et de passifs, et il se fait que, et c'est souvent arrivé, ou enfin pas souvent, quelquefois arrivé, que les dettes dépassent en termes de valeur, si on évalue l'actif. Les héritiers ne sont pas tenus de récupérer cet héritage-là. Il y a ce qu'on appelle l'association sous bénéfice d'inventaire. Quand vous avez une idée de ce que ce passif-là, si vous devez récupérer tout le patrimoine de votre auteur décédé, cela peut vous poser des problèmes. Vous pouvez solliciter qu'il plaise qu'on fasse un inventaire de sorte que si vous estimez que en voulant récupérer l'actif là, cet actif là est forcément grevé, c'est une dette qui pourrait vous rendre la vie difficile parce que lorsque vous récupérez cet actif dans votre patrimoine, quand vous le récupérez par tout le processus juridique ou judiciaire de la succession, c'est que ça entre dans votre patrimoine, vous, le successif, vous, l'héritier. Mais attention, si cela est grevé d'un certain nombre d'éléments liés au passif du défunt, vous devez faire face à cela. Alors donc, si vous devez faire face à cela, vous pouvez solliciter qu'on fasse l'inventaire. Et si vous constatez que cet aspect-là ne vous intéresse pas, vous pouvez renoncer à cette succession-là. C'est possible, la loi a prévu qu'on puisse y renoncer si au terme de l'inventaire, le point qui est fait ne vous intéresse pas. Et si je suppose que par rapport justement à l'héritage
passif, il y a des gens, les créanciers, décident de vous poursuivre parce que vous êtes l'héritier direct. Ils ne peuvent pas vous poursuivre automatiquement. Vous pouvez, comme je vous ai dit, accepter la succession sous bénéfice d'inventaire. Et donc, on fait le point. Si ça, on peut le faire. Si vous subodorez, si vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne va pas, ou on vous informe de ce qu'il y a un souci par rapport à ça, vous pouvez renoncer à la succession. Donc, si vous renoncez, c'est que cela s'éteint, ils ne peuvent plus agir comme personne. En tout cas, si les héritiers renoncent à cela, les créanciers ne peuvent plus. Cela s'éteint comme ça. S'éteint et tout simplement, on ne peut pas agir contre le défunt. On ne peut agir que contre ces héritiers lorsqu'ils recueillent ce patrimoine-là avec ces éléments d'actifs grevés de ces éléments de passifs. Je crois que ça, c'est plutôt intéressant pour les téléspectateurs. Parce que c'est pas automatique, c'est pas systématique. Mais ça vient après. Oui, l'héritier a la possibilité d'y renoncer. Si vous pensez qu'en y faisant face, ça risque de vous créer plus de problèmes, que ça ne vous apporte de solutions ou d'éléments actifs dans votre patrimoine à vous, vous pouvez y renoncer. Donc, cette possibilité est prévue par le Code des personnes et de la famille. Succession sous bénéfice il faut qu'on revienne là-dessus. Parce que il y a ce qu'on appelle l'acceptation de la succession sous bénéfice d'inventaire. Sous bénéfice d'inventaire. Voilà, c'est prévu dans le Code des personnes et de la famille. Avant de prendre congé de vous, je voudrais qu'on revienne sur l'élément passif et actif. Je crois que c'est très important en tant que personne physique ou morale, on a des passifs et on a des actifs. Alors, quand on parle de passif, à quel moment on arrive à cet état de choses? Soit on prend un véhicule ou impayé, je voudrais que de façon concrète. C'est simple. Alors, comme cela se passe dans la comptabilité d'une entreprise, je vais prendre l'exemple là, parce que les entreprises, c'est une personne morale également. Bien sûr. Je donne cet exemple là pour clarifier ce que vous dites. On n'a pas des actifs ou des passifs. Bon, on a un actif composé de plusieurs éléments. On a un passif composé de plusieurs éléments. Alors, l'actif, c'est l'ensemble de tout ce que vous avez comme bien. Ça peut être matériel comme immatériel. Donc, tout ce que vous avez comme éléments, les immeubles, les motos, les biens mobiliers, les biens immobiliers, les créances que vous avez également. C'est-à-dire que ce que d'autres personnes vous doivent, que vous êtes censé récupérer un jour, tout cela entre dans votre actif. Maintenant, tout ce que vous devez à d'autres personnes, à plusieurs autres personnes, si vous devez à 100 personnes, l'ensemble de ces petites dettes face à 100 personnes-là entre dans votre patrimoine, dans le côté passif de votre patrimoine. Donc, vous avez acheté une moto à 500 000, vous avez à payer 300 000, il reste 200 000 à payer, vous devez 200 000 francs au vendeur de la moto. Ces 200 000 francs sont dans votre patrimoine du côté du passif. Vous avez passé 50 000 francs chez quelqu'un, il y a une semaine, vous n'avez pas encore remboursé, donc vous devez 50 000 francs à la personne. Cela entre dans votre passif. Vous êtes en train de construire votre maison, vous avez acheté la parcelle à 5 millions, vous avez investi vous-même 15 millions, il manquait 10 millions, vous avez fait 10 millions de prêts à la banque pour finir la maison, vous n'avez pas encore fini de payer la banque sur les 10 millions, vous avez déjà payé 2 millions, il reste 8 millions. Ces 8 millions que vous devez à la banque, qui constituent une créance de la banque sur vous, sont dans votre patrimoine, mais du côté du passif, parce que c'est une dette que vous avez. Donc, tout ce que vous devez à des personnes, à un moment donné, lorsqu'on fait le point, c'est l'ensemble de tout cela qui constitue votre passif. Et tout ce que vous-même vous avez, qui est là, qu'on peut constater physiquement ou de façon matérielle, l'argent que vous avez sur votre compte qui est en banque, ça fait partie de votre actif. Ce que vous avez comme créance sur les autres, donc ce que vous espérez récupérer chez les autres, vous avez fait le point, c'est dans votre actif également. Donc, c'est tout cet ensemble-là qui constitue votre patrimoine. Et comme je vous ai dit, cet ensemble-là, c'est une universalité, c'est-à-dire que c'est un ensemble qui se tient en réalité. Ce n'est pas totalement disparate, c'est pas disparate, ce n'est pas, il n'y a pas une cloison étanche, c'est comme une sorte d'osmose, voilà, entre ces deux compartiments de votre patrimoine, parce que comme je vous ai dit, les biens du débiteur, toute personne, quand vous devez à des personnes, c'est dans le code des personnes, dans le code civil, c'est également dans l'acte uniforme de loi sur les procédures simplifiées. Les biens du débiteur constituent le gage général de ces créanciers, c'est-à-dire quoi? Tout ce que vous avez comme bien est là comme une garantie pour payer les dettes que vous avez face
à vos créanciers. Donc vous voyez, le tout est lié. Ce n'est pas séparé, il y a un lien forcément entre les deux. Et c'est cet ensemble-là qui, c'est vrai, a des compartiments, mais pas totalement cloisonnés. C'est cet ensemble-là qui constitue ce qu'on appelle le patrimoine d'une personne. Donc, je conclue en disant que... Nous avons très souvent la fierté de dire que, bon, voilà, on considère plus les actifs dans notre patrimoine. Attention, il faut toujours faire le point de tout ce que vous devez, à un moment donné, moi j'estime un peu comme à la fin de l'année, lorsqu'on veut faire le point là, au-delà de ce qu'on fait la fête, on boit, on mange. Alors, quand on fait le point avec 2019 qui est fini, je commence 2020, j'ai quoi dans mon patrimoine? J'ai tel parcelle ici à Clodigo, j'en ai à Porte-Nouveau, j'ai une moto, j'ai une voiture. Ah, c'est très bien. J'ai tel million, tel milliers de francs sur mon compte, très bien. Mais moi, maintenant, je dois à qui, combien? Il faut faire ce point également. Pour faire le point à un moment donné, pour dire le solde de mon patrimoine, est-ce qu'il est débiteur ou est-ce qu'il est créditeur? Il faut souvent faire ce point-là. Un peu comme les entreprises le font, pour savoir si le compte banque est comment, si le compte caisse est comment. Et quand on fait le point en fin d'année, au niveau des états financiers, on regarde l'exercice, il est quoi? Il est bénéficiaire, mais il est déficitaire. Chaque individu doit également faire son point à son niveau. Parce que tout cela a rapport à la gestion de son patrimoine. Et comme je l'ai dit, vu sous l'angle de l'ensemble, on voit cela comme un contenant. Mais vu sous l'angle de ce qui est actif ou passif, on voit cela comme le contenu. Le contenu peut être vide, c'est possible à un moment donné. Mais dans tous les cas, le contenant au moins existe. Et toute personne, même le fou qui circule dans la rue là, qui n'a rien nulle part, il ne doit à personne. Il n'a pas une brindille quelque part, une aiguille quelque part qui lui appartient. Il a un patrimoine, ne serait-ce que virtuellement. Voilà. Est-ce que justement, en parlant du contenu, est-ce qu'on peut parler du côté intellectuel? Parce que des fois on dit oui, parce que on peut également, je me dis, on peut également chiffrer, arriver à un niveau avec tous tes diplômes, qu'on fait le point de tous tes diplômes, c'est quand même on peut vendre. C'est quand même marrant. Hein? Oui, parce que on dit mais quelle est ta valeur quand on laisse le bien matériel ou immatériel? Est-ce qu'il y a le bien l'intellect ou le niveau d'études? Patrimoine, ça c'est les éléments. Quand on parle du patrimoine, c'est les éléments dont vous avez la libre disposition. Maintenant, si vous allez à un moment donné, quand vous voulez vendre votre force de travail, ça c'est autre chose. C'est différent. Donc, on analyse la chose autrement. Quand vous voulez vendre votre capacité à travailler, ça c'est différent. Mais ce dont on parle en parlant du patrimoine, c'est les éléments concrets que vous avez. Vraiment concrets. Voilà, dont vous pouvez disposer à chaque instant. Voilà. Voilà. Merci. Non, mais quand même, c'est une question. Oui, une question très. Parce que des fois, on me dit, mais c'est quoi ta valeur? Tu vaux quoi? À part tout ce que, quand on met ensemble, tout ce que tu as comme actif, tous les éléments qui constituent ton actif, il y a également le côté intellect. On ne peut pas se vendre soi-même. On ne peut pas se vendre, pas prendre. C'est possible, mais vous vendez. Non, vous pouvez pas vendre. Là, on est dans l'heure du jour. On peut affiler la discussion si vous voulez à ce point-là et voir le lien qu'il y a entre ce que vous dites et la gestion du patrimoine. Ce débat peut être fait, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas d'impossibilité en termes de raisonnement juridique. Il suffit juste de poser les principes, d'analyser et d'avancer. Très bien. Merci. Merci.